Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants et School TV s'associe à cette journée avec enthousiasme. On va leur rendre hommage toute la journée, et notamment dans cette émission, autour d'un documentaire qui sort et dont on accueille la réalisatrice Émilie Théron. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu, c'est un petit peu carnaval des animaux à la Philharmonie de Paris, avec une très belle expo éducative qui sensibilise au son du vivant et qu'Emma a visité pour vous. L'heure de la récré, toujours avec Emma, la découverte d'un nouveau morceau de terre tout juste sorti des eaux. Ça se passe dans l'archipel des Tonga. Et puis transformer l'éducation, c'est ce que font les enseignantes du film de notre invité. C'est aussi ce que les États tentent de faire. Et Marie-Olivier va vous en parler dans son cours particulier. Elle s'est intéressée à un sommet qui vient d'avoir lieu à New York. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. C'est un très beau cadeau que leur offre la documentariste Émilie Théron aux professeurs en cette journée mondiale des enseignants. Ce cadeau, c'est un film documentaire intitulé « Être prof ». Il sort en salle aujourd'hui et il dévoile le portrait de 3 enseignantes du bout du monde, en tout cas du bout du monde, vu d'ici, vu de France, la Sibérienne Svetlana Vassilieva, la Burkinabé Sandrine Zongo et la Bangladaise Taslima Akhter. Émilie Théron, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Film très émouvant, très beau film. Ça m'a fait un peu penser à Sur le chemin de l'école, mais cette fois côté prof et non pas côté les élèves qui essayent de crapahuter pour aller en cours. 3 femmes, 3 destinées, 3 contextes assez extrêmes et pourtant un seul et même métier. La première question, c'est qu'est-ce qui réunit ces 3 femmes ? La vocation. La vocation. La vocation, Ouais. l'envie de transmettre leur savoir et de changer éventuellement le destin de leurs élèves. Voilà, elles ont cette vocation chevillée au corps, elles sont prêtes à vivre des situations difficiles. Sandrine quitte ses enfants au Burkina. Alors Sandrine, on est au Burkina, Voilà. sa fille, qui en bave un peu d'ailleurs par la suite. Oui, qui est en petite section, Ouais. en rang maternel, mais elle a des nouvelles et effectivement, la petite fille ne marche pas très bien à l'école. Donc elle quitte ses enfants, elle arrive dans la brousse à 600 km de chez elle. Et là, elle découvre une école qui n'a pas de mur, pas de porte, pas de fenêtre. C'est une école sous paillote et il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et surtout 50 enfants qui parlent des ethnies différentes. Voilà. Des langues différentes. C'est ça la première scène extraordinaire. Qu'est-ce que vous parlez ? Et En voilà. fait, elle doit leur apprendre. Il y en a un qui parle vaguement français, Ouais. enfin, qui dit je parle français. Ouais. En fait. Oui, bon. monsieur, il dit. Oui, il dit oui, monsieur à la dame, oui, c'est ça. Voilà, donc voilà, ce qu'elles ont en commun, c'est d'avoir envie, contre vents et marées, de transmettre et de sortir un peu ces enfants d'une vie toute tracée. Si on reste 2 minutes sur Sandrine et sur le Burkina, donc elle part parce qu'il y a pénurie d'enseignants au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, et notamment dans la brousse. Mais elle vient de Ouagadougou au départ. Oui, elle vient de la urbaine. ville. La brousse, elle n'a jamais vécu. Elle n'a jamais vécu sans eau, sans électricité, seule, isolée, donc dans un village dont elle ne parle pas le dialecte réellement. Donc oui, c'est vraiment une situation difficile. C'est comme si vous et moi, on se retrouvait dans la brousse là-bas aussi. Enfin, elle a beau avoir appris... si vous voulez, les enseignants au Burkina sont éduqués pendant 2 ans, en fait. Ils ont leur diplôme en 2 ans, ce qui n'est pas énorme. Donc déjà, ils n'ont peut-être pas tout ce qu'il faut dans leur sacoche pour pouvoir réagir vraiment bien. Mais en tout cas, ils savent qu'ils vont se retrouver quand même. On leur dit qu'ils vont quand même aller dans la brousse. Ils le savent. Mais il y a toujours une différence entre ce qu'on pense vivre et ce qu'on vit. Et plier le pactage et prendre le bus. Voilà, et surtout sa première année. C'est-à-dire, dès sa première année, se retrouver avec une 60aine d'élèves et une situation vraiment compliquée, quoi, sans tableau qui tient le coup, sans craie pratiquement, enfin, et puis avec des enfants qui sont là mais qui vous écoutent sans vous comprendre, quoi. Faut se mettre un peu, voilà. Donc elle a cette énergie. Et miracle, qui n'est pas du tout un miracle, qui est en fait le fruit de son travail, mais enfin, à la fin de l'année, les progrès sont juste exceptionnels quand même. Ouais. Il faut développer des qualités personnelles, il faut aimer les enfants, je pense, c'est ce que fait Sandrine, et elle arrive à effectivement assez rapidement les intéresser. Si on continue les présentations à ce moment-là, il y a Svetlana, alors là, on met la pelisse et on abandonne le boubou. On est dans le froid. On est dans le super froid, on est en Sibérie, les Évinques. Je vous avoue que je ne connaissais pas, ce sont des tribus nomades, des éleveurs de rennes. Nomades, l'éleveur de rennes qui suit ses rennes, qui vit avec ses rennes pratiquement toute l'année. Sont aussi des chamans, ils sont vraiment
correspondent vraiment à la nature, qui connaissent extrêmement bien. C'est un peuple fascinant qui arrive à vivre dans des conditions extrêmes, à moins 40 degrés, dans des tentes en toile, hein, enfin, même le sol. Enfin, ils ont vraiment une connaissance de leur univers et de leurs animaux qui est incroyable. Ils sont liés à eux et donc ils sont nomades. Et Svetlana les suit. Elle-même, elle a son troupeau, hein, c'est ça, elle a une trentaine de rennes. Absolument. Son mari et elle sont aussi des nomades, c'est-à-dire qu'ils ont des rennes, ils ont un troupeau et donc elle suit les campements pour aller aider les et elle monte les la jeunes. tente et elle reste à chaque fois 10-15 jours, elle fait court et claque, ensuite elle part ailleurs. Et la troisième enseignante, là on voyage encore, on est au Bangladesh et c'est Taslima, le Bangladesh, pays sous les eaux de plus en plus et ça ne va pas s'arranger. Et donc l'école, elle est sur un bateau. Et donc l'école est sur un bateau parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au moment des moussons, donc, qui peuvent vraiment couper et détruire les écoles publiques pendant 4, 5, 6 mois, évidemment, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Ils sont déscolarisés pendant longtemps. Et évidemment, ça entraîne le travail des enfants et ça entraîne les mariages précoces. Parce que du coup, les enfants sont à la maison, ne sont pas éduqués et donc les parents en profitent pour les marier, pour qu'ils aient en fait une... Voilà, et ça si vous voulez bien Émilie, on va parler après, parce que les seuls obstacles ne sont pas météorologiques ou ne sont pas seulement liés à la grande pauvreté, c'est aussi la culture, c'est aussi l'économie, c'est aussi un tas de choses. Absolument. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche, si vous voulez bien être prof, c'est le titre de ce très spectaculaire et très beau documentaire d'Émilie Théron, il sort en salle en cette journée mondiale des enseignants, suite du voyage après l'Anti-Sèche. C'est Maguessel. Vous voulez nous chanter quelque chose peut-être? Non, ça va pas tout de suite. Pas aujourd'hui. Mais si, vous allez Pourtant, vous nous emmenez visiter une exposition qui s'intitule Musique animale et qui vient d'ouvrir à la Philharmonie de Paris, expo que vous avez adorée. Mais j'ai adoré parce qu'on en prend vraiment plein la vue et plein les oreilles. C'est vraiment parfait autant pour les enfants que pour les parents. Alors Musique animale, c'est une expo qui sensibilise au son du vivant. C'est le fil conducteur de l'expo. Apprendre ou réapprendre à écouter, à capter les sons pour comprendre la menace du réchauffement climatique et prendre conscience de la biodiversité. Et tout ça, c'est fait de manière très maligne, surtout pour les enfants, parce qu'on prend conscience de cette biodiversité grâce à l'expérience sensorielle que l'on vit dans les différentes salles de l'expo. Pour les enfants, par exemple, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisque dès le début, on distribue un casque qu'on va pouvoir brancher à différentes installations pour écouter justement les sons du vivant. C'est quoi les sons du vivant ? Alors en fait, on va entendre les sons d'une quarantaine d'espèces. Donc dès le début, dans la première salle, on se retrouve au milieu d'un concert d'oiseaux, comme une introduction à l'expo. C'est vraiment apaisant, c'est très reposant. L'expo est d'ailleurs plutôt sombre, ce qui amène une intimité tout de suite, où notre cerveau peut vraiment se concentrer sur le son. Et puis il y a bien sûr la musique. Énormément de musiciens se sont inspirés. Messiaen. Les oiseaux, hein, je parlais pour les oiseaux, voilà. Et puis il y a aussi, on va pouvoir par exemple entendre le duo des chats de Rossini, vous savez, qui amuse beaucoup les enfants. Vous voulez pas nous le faire? C'est tout ce que je sais faire. Ce duo. Voilà. C'est formidable. Mais les enfants s'arrêtent. Il y a une très belle vidéo, notamment avec Barbara Hannigan, qui chante merveilleusement. C'est génial ce duo. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré. Différentes espèces représentées, j'imagine qu'elles sont extrêmement variées. Il n'y a pas seulement les... c'est simple. Les oiseaux, oui. C'est simple, ça va être de l'infiniment petit à l'infiniment grand. L'infiniment petit, ce sont les insectes, le son des sauterelles, des mouches, des guêpes, des scarabées, des moustiques. Très désagréable le son des moustiques. C'est le seul moment où j'ai dû enlever mon casque parce que ça rappelait trop de mauvais souvenirs d'été. Mais voilà, et à chaque fois on branche son casque, on écoute. Et ce qui fait qu'on vit vraiment une expérience intime. C'est super bien fait. Vous pouvez brancher 4 casques par installation. Vous voyez en famille, quoi. Donc voilà, pour les familles, c'est bien, on découvre ensemble. Moustique, insecte, ça c'est l'infiniment petit, mais vous nous avez dit qu'il y avait l'infiniment grand. On entend, je ne sais pas, on va barrir des éléphants. Alors, non, mais ça c'est un des coups de cœur de l'expo. En plus, quand je l'ai visité, j'étais avec le meilleur testeur, à savoir mon cousin de 12 ans. Très professionnel. Très professionnel, voilà. Et donc sur la salle dont je vais vous parler tout de suite, c'est simple, il est resté absorbé, il a dit mais je pourrais rester des heures ici. Et c'est la salle où on écoute le son des baleines. Ah oui, c'est exceptionnel, le chant des baleines. C'est une salle immersive, elle est plongée dans le noir et face à nous, on a un écran géant avec des baleines dans l'océan. C'est saisissant, c'est apaisant, c'est un vrai moment fort de l'expo. Et c'est la seule salle immersive ou... Alors non, il y en a 4 au total. Il y en a une autre par exemple qui est aussi très impressionnante, ça s'appelle Nuit.
Donc on est dans une salle, plongée dans le noir, et on découvre 3 ambiances sonores. Il y en a une qui se passe dans une vallée en Drôme, l'autre dans la forêt amazonienne de Guyane, et la dernière dans la brousse du Kenya. 3 ambiances très différentes. Et en fait, la nuit, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir écouter ce qui se passe la nuit dans aucun de ces 3 endroits. Et pourtant, la biodiversité nocturne représente la majorité des êtres qui vivent sur Terre. Et pour la nuit, et puis la nuit, c'est un refuge sécurisant pour beaucoup d'animaux. Et donc, le son est vraiment, vraiment très intéressant à écouter. Et rien que cette expérience d'être plongé dans le noir et d'écouter, d'essayer, d'imaginer de quel animal il s'agit, c'est vraiment magique. C'est génial. Et en plus, on en profite pour sensibiliser les enfants aux questions de biodiversité et d'écologie. Exactement. C'est tellement concret qu'on ne peut pas rester insensible ensuite à ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est bien sûr une expo qu'on va aller visiter avec l'école. Dès le plus jeune âge, il y a déjà énormément de réservations, mais même sans l'école, allez-y, c'est vraiment, vraiment bien. Encore un petit miaou? Extraordinaire. Merci beaucoup Emma. On se retrouve pour la récré, suite du Grand Oral. Émilie Théron. Un campement enneigé de nomades évenques en Sibérie, un village à fleur d'eau dans le nord du Bangladesh où l'on enseigne sur un bateau. Thiogagara, petit village de brousse au Burkina Faso, tels sont les théâtres d'être prof de la documentariste Émilie Théron, invitée de notre Grand Oral. Allez, on vous en a parlé, on vous fait goûter quelques images. À travers le monde, des hommes et des femmes portent en eux un combat. Ce film est une déclaration d'amour aux profs du monde entier. Je sais que j'ai une mission importante à accomplir. Je dois alphabétiser les enfants de la campagne. Tu veux être docteur, tu veux être maîtresse. Tu ne veux pas être docteur et tu es maîtresse. এলাকার ছেলেমেয়েরা পানির কারণে স্কুলে যেতে পারে না জীবনে অন্ধকারে ডেকে যেত Quand tu es enseignante, tu n'as pas que des réussites. Et c'est ça qui fait mal. Être prof, Émilie Théron, vous commencez la bande-annonce en parlant de combat. Qu'elle porte ces enseignantes à un combat. Dont le premier combat commun de ces 3 enseignantes, c'est quand même de faire venir les enfants à l'école. Alors on disait qu'il y a un frein lié notamment au climat, etc. Mais le premier frein, c'est quand même souvent la famille et la culture. La culture, oui. Surtout, là, en l'occurrence au Bangladesh, puisque l'histoire de Taslima et de Yasmine, une de ses élèves, que la mère veut marier en fait à tout prix. Et donc, ça veut dire qu'elle va s'arrêter de l'école, elle va arrêter l'école en CM2 et elle ne veut pas qu'elle aille en 6e parce qu'elle veut la marier. Alors même que non seulement c'est illégal, mais que les enfants le savent. Vous filmez une scène, vous allez la raconter mieux que moi. Bien sûr. Oui. La scène où vous voulez dire la scène où elle leur apprend. Oui. Enfin, elle leur apprend, ils le savent visiblement. Elle les interroge, elle interroge les élèves en disant c'est quoi l'âge limite. Ils connaissent la loi, ils disent 18 ans. Au Bangladesh, on n'a pas le droit de marier les enfants. Les enfants peuvent se marier à partir de 18 ans uniquement, sauf qu'on est dans des endroits très très reculés, très loin de la capitale, où les traditions sont encore très fortes, où la femme est vraiment vouée à se marier tôt, faire des enfants, s'occuper de la belle-mère et du mari. Et les femmes là-bas ont près de 10 enfants. Donc vraiment, c'est une tradition très forte. La religion aussi, évidemment, joue un rôle. Et Taslima, elle, a décidé que les choses devaient évoluer. Elle ne veut pas se marier. Elle-même n'est pas mariée. Elle a dû convaincre son village entier, pratiquement, puisque c'est tous des cousins, des tantes, pour ne pas se marier. Et elle se bat pour que les jeunes filles de sa classe ne se marient pas trop tôt. Dans ce qui n'est pas à l'image, vous vous souvenez, par exemple, Taslima, c'est une espèce de brindille. Enfin, elle est étonnante, elle est d'un courage. Elle a presque l'air plus jeune que ce que certains élèves. Oui, absolument. Elle a l'air fragile, frêle, discrète, elle parle peu. Mais quand vous la rencontrez, vous vous dites... Oui, mais je me dis, je la sens d'une force, je la sens ancrée, je la sens décidée, en fait, déterminée. Et je suis tout de suite sensible à cette dichotomie qu'il y a entre ce qu'elle dégage et son corps et son allure frêle, et je ne me suis pas trompée parce que en fait il y a une séquence dans le film où ses parents lui disent pour la Xème fois mais il faudrait que tu te maries parce que là franchement ça se fait pas quoi, enfin ça commence à c'est ça, ça ne se fait pas d'ailleurs, c'est la réputation, ça ne se fait pas, oui, c'est très mauvais pour une fille de ne pas être mariée, et là je ne sais pas ce qu'elle va leur dire, je ne sais pas comment elle réagit, et en fait elle a un message très clair qui est je veux
avoir les mêmes droits que les hommes, je veux pouvoir étudier, je veux pouvoir travailler, vous aider, ramener l'argent à la maison comme si j'étais le fils de la famille. Je peux remplir ce rôle. Et j'avoue que le père et la mère cèdent en fait, acceptent parce que oui, il y a une telle décision. Oui, et puis c'est vrai qu'elle travaille et qu'elle ramène de l'argent à la maison. Dans le film, elle se plaigne jamais, en tout cas face caméra. Alors, est-ce que vous avez enlevé tout au montage ou est-ce qu'elle ne craque jamais? Si, elle craque. Ouais. Si, et qu'est-ce qu'elle vous dit dans ces moments-là? On voit un peu Sandrine qui dit... oui, quand elle parle de sa fille notamment. Hein, si oui, on sent que c'est dur et puis elle dit je sens que j'arrive pas à tous les prendre avec moi. Ils sont 50, c'est pas que des réussites. Hein. Moi, j'ai fait un film que je veux galvanisant, positif, donc c'est un choix, c'est vrai, mais il y a des moments très durs et tous les profs du monde le savent. Hein. C'est pas toujours facile et ils n'y arrivent pas à chaque fois. Non, mais puis pour Teslima aussi, c'est difficile parce que les parents étaient pas très pour cette école sur un bateau faite par une ONG, donc où il n'y a pas de cours de religion, où il y a du théâtre, de la danse, parce qu'elle les fait aussi chanter, etc. Donc c'était un peu le diable qui s'installait là, et elle a eu beaucoup de mal à les convaincre de les faire venir, de les laisser à l'école, parce qu'on voit Parvez qui part avec son père travailler le matin pour aller pêcher. Et ça, elle fait du porte-à-porte depuis 4 ans, parce qu'elle les a eus en CE1 pour les amener à l'école. Et les parents commencent à lui faire confiance. On va parler aussi des façons d'enseigner qui sont assez classiques finalement de par le monde. Hein. On fait cours à peu près partout de la même façon dans ce que vous avez filmé. Mais si vous voulez bien, on va le faire dans quelques instants. 53% des enfants des pays à revenus faibles ou intermédiaires ne savent pas lire correctement à l'âge de 10 ans. C'est un chiffre de l'UNESCO. Pourtant, partout, des enseignants s'emploient à lutter pour que ce chiffre diminue. 3 d'entre elles, ce sont des femmes, ce sont les héroïnes d'Être prof, ce documentaire d'Émilie Théron qu'on retrouve après la récré. Emma. Emma, rebonjour. Rebonjour. Et vous nous parlez aujourd'hui d'une île qui vient tout juste d'apparaître dans le Pacifique? Mais oui, c'est en une de mon quotidien. Regardez comme c'est impressionnant. Une éruption volcanique a fait surgir une île dans l'océan Pacifique. On voit une éruption d'ailleurs. Elle est apparue quand? Alors, elle est apparue en seulement 11 heures quand même dans l'archipel des Tonga, dans le sud de l'océan Pacifique. Et c'est la NASA qui l'a repérée grâce à des images satellites. Bon, et elle n'est pas arrivée toute seule, cette île? Mais oui, selon les experts, l'île est apparue après le début de l'éruption du volcan sous-marin Home Reef. Il y en a énormément dans cette région du Pacifique. Et dans mon quotidien, ils expliquent super bien comment naît une île volcanique. En fait, il y a des points chauds et à certains endroits au fond des océans, regardez comme c'est bien expliqué. Hop, j'ai appris plein de trucs. Voilà, il y a des points chauds à certains endroits au fond des océans. Ah, et c'est des trucs en bleu là. Exactement. La surface de la mer se met alors à bouillonner. Puis il y a une immense colonne de vapeur, de cendres et de fumée qui s'élève dans le ciel. Sous l'eau, la lave s'accumule et se rapproche de la surface. Et après quelques heures ou quelques jours, une île apparaît. Et donc là, je vous le disais, en 11 heures, seulement après le début de l'éruption du volcan, il y a eu une île. Et on sait si c'est terminé ou si elle va continuer à grandir, cette île? En fait, elle n'arrête pas de grandir. Elle mesurait 4000 m² le 14 septembre dernier. Et en une semaine, elle est passée de 4000 à 24 000 m². Ça fait quoi? 2 ou 3 terrains de foot. Ah, vous parlez subitement. Je vois très bien. Ouais, ça, c'est bon, ça? Ah ouais, je vois. Voilà. Alors, est-ce que cette île va grandir ou pas? On imagine que oui, mais on ne sait pas en fait pendant combien de temps et combien de temps. C'est souvent éphémère, comme indique la NASA, mais elles peuvent quand même exister plusieurs années. Je vous donne un exemple. Ce volcan Home Reef, c'est pas la première fois qu'il entre en éruption. C'était déjà le cas en 1852, en 1857, en 1984 et en 2006. Et à chaque fois, des petites îles s'étaient formées, mais elles avaient disparu ensuite. Il n'y a qu'une fois où une île a résisté, en quelque sorte, quand le volcan est entré en éruption en 95. L'île que cette éruption a créée a existé pendant 25 ans. Donc on va voir si cette île fait mieux. Bon, on n'achète pas tout de suite une résidence secondaire. Non, voilà. On attend un petit peu. Investissement à court terme. Ça risque quand même de disparaître. Merci. Et on lit évidemment Mon quotidien, dans lequel on apprend plein de choses. Et notamment comment cette éruption a créé une île. Emma, merci beaucoup. Merci. Être prof, c'est le titre du documentaire d'Émilie Théron en cette journée mondiale des enseignants Grand Oralon. Émilie, ça raconte quelque chose de la France, votre documentaire, où Bien sûr.
Bien sûr. C'est pas du tout comparable. Allez-y. Non. D'abord, c'est un peu né en France. Je crois qu'il y a Bubu au départ de tout ça. Oui, il y a Maître Bubu. Vous voulez bien rappeler qui était Maître Bubu? Maître Bubu, c'était Jean-Michel Burel, mon professeur, mon maître d'école quand j'étais petite, du CP au CM2, dans les Cévennes, absolument, où j'habitais. Et donc, c'était des classes uniques. Vous savez, on faisait du CP au CM2 avec le même instituteur dans l'école du village. Et donc, c'est lui qui m'a élevée. Et puis, quand j'ai eu des enfants, j'ai eu envie de leur montrer d'où je venais, mon village d'enfance. Et je l'ai retrouvé, Maître Burel, qui n'avait pas bougé d'endroit, qui était resté dans son école, qui était devenu maire du village. Donc, on voit bien l'implication d'un professeur au-delà de son rôle, c'est-à-dire pour le village, pour les enfants. Il était devenu maire et il me dit, c'est ma dernière année d'enseignement. Et là, ça a été une évidence, moi qui raconte des histoires, j'ai senti qu'il fallait... Vous avez sorti la caméra, là. Ouais, j'ai sorti la caméra, je me suis dit, je ne peux pas laisser partir cet homme sans laisser une trace de tout ce qu'il a laissé à ses centaines d'enfants en 40 ans. Et donc, j'ai fait un film sur lui, sur ce qu'il m'avait laissé, ce qu'il nous avait tous laissé, tous transmis, en fait. Voilà. Et donc, la transmission, comme ça, est devenue un thème qui m'a vraiment intéressée, parce que je trouve que dans la transmission, il y a de l'amour, et que c'est un acte d'amour, et que c'est quand même super chouette de faire des films sur l'amour. Et donc je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans des contrées plus difficiles encore. Il y a de l'amour quand même, mais il y a quand même de l'amour un peu vache par moment. Enfin, il y a quand même des notes, de la discipline. Bien sûr. Non, mais est-ce que vous avez été surprise du fait qu'on finalement on enseigne à peu près pareil partout? J'étais pas vraiment surprise. Ce qui j'ai trouvé surprenant et en fait qui m'a réconfortée, c'est que je reviens sur ma transmission, c'est que quand on transmet avec de l'affection, quand on aime son métier, quand on a la vocation, ça passe mieux et ça fait des miracles. Il y a des associations, vous en avez cité une ONG qui au Bangladesh, mais tous ces enseignants, ces enseignantes dans ces pays en voie de développement sont quand même très soutenus. Les États d'ailleurs n'ont pas forcément les moyens. Et il y a tous des réseaux, l'UNESCO est là. Alors les écoles bateaux, c'est vraiment, c'est vraiment une association, une ONG en tant que telle, qui fait des programmes réguliers, voilà, ils ont créé les bateaux, ils ont aussi formé Taslima. Et puis alors en Sibérie, ce qui est intéressant, c'est que c'est les évêques eux-mêmes qui ont créé leur propre, les nomades qui ont créé leur propre association parce qu'ils voulaient faire venir leurs enfants de temps en temps avec eux dans les campements pour leur apprendre la vie des évêques et leur langue. Et donc, ils ont créé cette école pour que, au début, les mamans enseignent et puis les mamans sont devenues professeurs. Et maintenant, évidemment, Svetlana a son diplôme d'État et est payée par le gouvernement russe qui a quand même réalisé au fil des années qu'il fallait peut-être aider les autochtones à avoir de culture, à ne pas perdre leur première culture. Donc maintenant, Svetlana est prof d'État, mais ça a pris 20 ans. Peu importe, elle est là et elle continue. Et elle vient d'être accompagnée maintenant par un jeune instituteur aussi. Elle forme un jeune... Donc il est là, ça y est, il a été nommé par le ministère de l'Éducation russe. Et donc ils sont deux. Elle est épaulée par... Ils se partagent 2 vallées. Et donc maintenant, il y a un deuxième prof nomade, ce qui est une bonne nouvelle. Elles ont vu le film ? Alors, elles ont vu des images, mais elles n'ont pas vu le film. Ça, c'est mon gros regret. J'ai hâte. Pour le recevoir ces jours-ci. Oui, voilà, c'est ça. On devait garder un peu le secret jusqu'au jour de la sortie. Et là, je vais pouvoir leur envoyer. Et ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Oui. Émilie Théron, Être prof, très très beau film effectivement sur la transmission. Merci beaucoup, vous restez avec nous parce qu'on va recevoir Marie-Olivier pour son cours particulier. On va continuer à parler de transformation de l'éducation, mais cette fois au niveau des États. Emma, merci. Merci. Cours particulier. Aujourd'hui, dans cours particulier, on reste à l'international. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On va parler du Transforming Education Summit, le sommet de la transformation de l'éducation. Il s'est tenu aux Nations Unies il y a quelques jours à New York. Exactement, ce sommet avait lieu du 17 au 19 septembre dernier à New York en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. C'était l'occasion vraiment pour les représentants du monde entier de se rassembler après la crise du Covid-19 qui a mis un sacré coup d'arrêt au progrès de l'éducation dans le monde. Ça a été terrible d'ailleurs, 260 millions d'enfants dans le monde qui n'allaient pas à l'école pendant la crise et donc une situation qui s'est empirée après. Exactement, puisque 24 millions d'enfants en plus pourraient être concernés. Donc, si mes calculs sont bons, ça fait 284 millions d'enfants dans le monde. C'est donc une régression considérable, la plus grande dans l'histoire récente de l'éducation, surtout quand on sait que l'objectif de développement durable numéro 4 de l'ONU
est ambitieux. Oui, objectif qu'on peut rappeler en détail d'ailleurs, tout en insistant sur le fait que les choses allaient mieux. Ça faisait 20 ans que ça allait mieux. Tout à fait. Là, le Covid a été un coup d'arrêt terrifiant. Oui. Avant tout, il faut dire que l'objectif de développement durable numéro 4 fait partie des 17 objectifs fixés par les membres de l'ONU en 2015 à horizon 2030. Donc ces objectifs, ils concernent des secteurs aussi divers que la santé, l'éducation, l'agriculture, la lutte contre la pauvreté. Et au sein de chacun de ces 17 objectifs, en fait, il y a une dizaine de cibles mesurables. Donc pour l'éducation, on a par exemple la cible 4.5 qui, d'ici 2030, éradiquer toutes les disparités de genre dans l'éducation et assurer un accès équitable à tous les niveaux d'éducation, ou encore les cibles 4.1 et 4.2 qui souhaitent l'accès universel et gratuit pour tous à une éducation de qualité dans le primaire et le secondaire. Et donc avec 290 millions d'enfants quasiment qui sont aujourd'hui éloignés de l'école, on est également éloigné de ces objectifs à l'horizon 2030, j'imagine. Exactement, on s'en est vraiment éloigné et c'est pour ça que le sommet Transforming Education Summit a été créé à New York et qu'il a vocation vraiment à rendre ces objectifs atteignables par une mobilisation qui se doit plus que jamais collective. Au-delà du sommet, qu'est-ce que ça donne concrètement? Il y a des décisions qui sont prises, des décisions concrètes? Oui, alors beaucoup se joue au niveau national en termes politiques. Le forum était organisé d'une manière assez originale pourtant pour essayer d'échanger autour de 5 thèmes. Le premier, c'était des écoles inclusives, équitables et sûres. Le deuxième, l'apprentissage et les compétences pour la vie, le travail et le développement durable. Le troisième, en cette journée mondiale des enseignants, c'était l'enseignement, les enseignants et la profession d'enseignant. Le quatrième, l'apprentissage numérique et la transformation. Et enfin, le financement de l'éducation. Donc ça, c'est le programme. Et il se passait quoi concrètement ? J'en arrive à l'originalité un peu de ce forum. Des acteurs de tous les secteurs de l'éducation ont travaillé en amont sur ces thèmes et ils se sont rassemblés en groupe autour de ces sujets. Donc évidemment, ils viennent de tous les pays. Il y avait par exemple le sommet mondial de l'éducation informelle. Donc c'est un processus d'apprentissage qui se déroule tout au long de la vie, pas qu'à l'école. Des consultations nationales autour de l'éducation ou encore un rassemblement des jeunes du monde entier pour qu'ils fassent entendre leur voix auprès des décideurs politiques. Et c'était organisé comment ? Alors, par exemple, la première journée du forum, il y avait une journée de mobilisation, ce qu'on a appelé comme ça. C'était une journée qui était organisée pour les jeunes afin de rassembler les recommandations collectives de la jeunesse du monde entier. Donc, il y avait 2000 jeunes représentants au siège des Nations Unies à New York. Et ces jeunes ont notamment insisté sur l'importance de l'éducation des filles dans le monde, mais aussi des jeunes handicapés, des réfugiés et d'autres groupes marginalisés. Et évidemment, ils ont aussi réitéré l'importance de faire entendre leur propre voix au sein des prises de décision, puisque finalement, ils incarnent le futur. Et je crois aussi, pour avoir vu passer des choses, une journée des solutions, Solutions Day, avant que les politiques s'en mêlent, c'est ça ? Exactement, il y avait différentes organisations qui étaient représentées, donc des organisations publiques et privées, et ça permettait en fait d'alimenter une plateforme en ligne pour lancer ou soutenir des initiatives qui vont dans le sens de l'objectif de développement durable numéro 4. Bien joué. Yes. Comme par exemple le financement d'organisations et de communautés locales, donc sur le terrain. Les derniers jours, grande cérémonie. Exactement, cérémonie en grande pompe avec les représentants des pays, donc les chefs d'État ou les ministres de l'Éducation. Et ça a aussi été l'occasion de présenter la vision du secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, mais aussi la déclaration des jeunes. Et là, on voit à l'écran le directeur général des Nations Unies qui reçoit la proclamation des jeunes en espérant que cela porte ses fruits. Merci beaucoup, Marie-Émilie. Vous pouvez nous dire un petit mot sur Chemin de l'école? Je l'ai mentionné très rapidement en début d'émission. C'est une association qui a soutenu le film, mais qui, au-delà, soutient un tas d'initiatives très concrètes. Et, parce que ça s'articule très bien avec ce que raconte Marie et l'association sur Chemin de l'école suit en fait les personnages qui ont été filmés et donc on aide les enfants. Par exemple au Burkina, papa, le petit Yves et Monique sont aidés chaque année par l'association. Comme par hasard ceux qui ont eu des prix. Oui, alors comme ils sont 60, c'est vrai que c'est difficile de tous les aider directement dans leurs études. En revanche, on a un programme au Burkina, à Tiogagara, pour l'école, pour que tous les enfants de la classe bénéficient de cette aide. On est en train d'essayer de faire naître un potager parce que beaucoup d'enfants n'ont pas de déjeuner. Donc, du coup, on a aussi aidé pour le matériel, évidemment, à acheter des bancs. Voilà. Donc, l'association suit les personnes que l'on filme et donc c'est chouette parce que ça veut dire que c'est des documentaires qui ont un impact sur la durée et
voilà, c'est un moyen de participer comme on peut, mais à l'éducation dans le monde. Et à diminuer un petit peu ce chiffre de 290 millions. Oui. Et je voulais rajouter par rapport à ce que vous expliquiez, c'est que pour qu'en 2030, il y ait le droit universel à l'éducation qui soit respecté, c'est-à-dire que tous les enfants puissent aller à l'école, il manquera 69 millions de professeurs dans le monde. Donc, absolument, ce qui est un défi absolument considérable. Voilà. Et merci de le rappeler, effectivement, c'est un des enjeux centraux au niveau mondial de cette journée mondiale des enseignants. En tout cas, merci de nous avoir rendu visite dans la quotidienne de School TV. Merci Marie. Et cette journée mondiale des enseignants, vous la retrouvez toute la journée sur notre antenne. C'est évidemment un enjeu central, pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. Merci beaucoup également en régie à Colline Hamel pour le maquillage, à Marine Plantec qui a préparé cette émission et qui était assistée aujourd'hui par Xavier Terrade. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont et Elisa Bernardo pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.